Donc ça commence à enregistrer maintenant. C'est pour ça que je vous demandais de désactiver les caméras pour des raisons de droit à l'image. Donc je disais, si certaines personnes doivent se déconnecter avant, parce que j'essaye de respecter le timing, mais c'est pas toujours évident, vous pourrez avoir le replay, je vous l'enverrai sans souci. Donc le sujet des fêtes de fin d'année est assez vaste. J'ai essayé de prendre euh, les grandes thématiques et ce qui pouvait poser le plus de problèmes et ce qui pouvait aussi le plus vous intéresser. Donc on commencera par les décorations de Noël. Ensuite, on parlera des jouets pour les enfants. Ensuite, on parlera de tout ce qui est vaisselle et décoration de table, donc plus vaisselle festive et vaisselle jetable qu'on utilise souvent pendant les fêtes. Et ensuite, tout ce qui est les produits alimentaires phares. Alors, j'ai pas pu tout traiter. J'ai pris les principaux et surtout ceux où il y avait le plus de potentiels problématiques. Alors, on va commencer par les décorations de Noël. Donc là, pareil, j'ai pas pu prendre toutes les décos parce que c'est très large. Mais voilà, j'en ai pris quatre principales. Donc, on va commencer par les guirlandes et les boules de Noël. Alors, dans beaucoup de guirlandes et de boules de Noël qu'on a, en fait, on a des présences de ce qu'on appelle les SVHC. En fait, les SVHC, c'est classé, c'est ce qu'on appelle les substances extrêmement préoccupantes. Euh, ces substances extrêmement préoccupantes, pourquoi elles sont préoccupantes? C'est parce qu'elles peuvent être potentiellement, ou c'est avéré aussi dans certains cas, euh, elles sont pas toutes pour l'instant avérées sûres à 100% parce que ça demande des études assez longues. Ça prend plusieurs années. Mais les SVHC, c'est des molécules qui vont être cancérogènes, qui vont être reprotoxiques. Donc, reprotoxiques, c'est-à-dire qu'ils vont nuire à tout ce qui est reproduction, problème d'infertilité. Ça va être des perturbateurs endocriniens. Donc, perturbateurs endocriniens, c'est que ça va venir influer sur nos hormones. Les hormones, c'est des petits messagers qui envoient des messages à tous les organes de notre corps et qui aident nos organes à correctement fonctionner. Euh, Ces molécules-là vont être extrêmement persistantes, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir du mal à se dégrader dans l'environnement et vont rester, soit très longtemps, soit à ne jamais se dégrader. Elles sont ce qu'on appelle du coup en fait bioaccumulables. Voilà, et c'est toxique pour les organismes vivants, donc pas que pour l'être humain. Parmi les substances retrouvées, on va avoir des phtalates, des retardateurs de flamme, ce qu'on met notamment dans tout ce qui est les tissus, mais aussi tout ce qui est les décorations de Noël qui peuvent être hautement inflammables. C'est obligatoire, donc c'est pour nous protéger. Donc c'est bien, c'est obligatoire et il faut que ça reste. Le problème, c'est que pour l'instant, ces retardateurs de flamme, eh bien, il y en a certains qui contiennent des substances chimiques nocives. On va avoir tout ce qui est les paraffines chlorées et des métaux lourds. Oui, sachez que les métaux lourds, même si c'est en petite quantité, ça doit respecter une certaine norme, mais on peut en retrouver. Il y a eu une étude, en fait, il y a un organisme qui s'appelle Life Ask Rich. En fait, c'est un règlement de l'Union européenne, ça regroupe 12 pays. Et en fait, c'est un projet pour mieux connaître les produits chimiques des articles du quotidien. Du coup, ils ont fait une étude, ils ont un peu mis à la loupe les articles guirlandes et boules de Noël. Et en fait, il y a 50% des articles testés qui présentaient des molécules, donc SVHC, supérieures à 0,1%. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est supérieur à 0,1%, le fabricant ou le vendeur, normalement, il est obligé d'informer le consommateur que ce produit contient ces molécules-là. Sauf que la réalité, c'est que bien souvent, c'était supérieur à 0,1%, mais c'était pas signalé. Donc là, généralement, ils sont retoqués, ils les contactent en disant soit vous modifiez vos compositions et vous serez plus obligé de communiquer, soit vous êtes obligé de communiquer, attention consommateur, potentiellement, c'est les normes supérieures. La problématique, c'est que ça va être souvent sur des toutes petites étiquettes où il faut vraiment le vouloir pour aller le chercher. Donc la plupart du temps, quand vous achetez votre guirlande de Noël, vous n'allez pas lire l'étiquette. Donc je vous encourage à le faire, du coup. Euh, voilà. On va parler des chaînes lumineuses. Alors, j'ai mis chaînes lumineuses parce que c'est d'un point de vue réglementaire, dans les documents, c'est comme ça que c'est référencé. Nous, on va parler de guirlandes électriques, guirlandes lumineuses. Mais la vraie dénomination dans les législations, disons, ça s'appelle chaîne lumineuse. Donc, au-delà des molécules toxiques, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de risques électriques et d'incendies qui ont été révélés. Donc, quand vous les choisissez, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, justement, quelles sont les solutions? Donc, la première, pour les guirlandes, les chaînes lumineuses notamment, on va chercher les dénominations NF. Voilà, ça garantit que ça
respectent des normes européennes, des normes électriques notamment, qui vont empêcher ou limiter le risque d'incendie. Je dis limiter, c'est que si, par exemple, vous l'endommagez, que les fils sont coupés, etc., là, du coup, ça n'engage plus la responsabilité du fabricant. C'est vous dans votre situation, il faut faire attention. Ensuite, une autre solution, ça va être simplement d'avoir des décorations plus naturelles, c'est-à-dire éviter les plastiques et les choses très synthétiques, donc des décorations bois, paille, en verre, et après aussi fabriquer des choses. Bon là, vous voyez, j'ai mis des exemples, des petites guirlandes avec des oranges séchées, des pommes de pin, enfin voilà, des matériaux naturels. Ça va limiter les risques. Ensuite, autre solution, bon ben voilà, on a des décos qu'on a. On avait très envie de cette guirlande-là qui est plutôt en plastique. J'ai pas trouvé d'alternative. Bon ben c'est que une fois de temps en temps dans l'année, donc c'est pas un drame en soi. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus aérer son logement que d'habitude. Ce qui est conseillé, en temps normal, c'est chaque pièce doit être aérée minimum 2 fois 5 minutes par jour. Et ben là, la pièce où on a mis les décos, mais peut-être qu'on va doubler, voire tripler le temps d'aération, même s'il fait très froid dehors. Ne vous inquiétez pas, nos murs ont une inertie. C'est pas parce que j'aère 5 ou 10 minutes que ça va faire complètement baisser la température dans la pièce. Dès que vous allez fermer les fenêtres, la température va très vite revenir à la normale. C'est pas pour ça que vous consommerez plus. Au contraire, plus on aère, moins on va consommer parce qu'il y aura moins de concentration d'humidité dans la pièce, on chauffera plus facilement. Ensuite, on peut chercher aussi tout ce qui est les écolabels. Les écolabels européens qui sont plutôt fiables. Ils ont un cahier des charges assez exigeant. Les produits passent des audits régulièrement et il y a des molécules qui chaque année sont en fait à nouveau interdites. Il y a pas longtemps, certaines molécules étaient autorisées et chaque année en fait c'est révisé et en disant ben en fait maintenant pour pouvoir avoir un écolabel européen, vous n'avez finalement plus le droit d'utiliser ce produit. Donc c'est assez fiable. Et il y a le dernier label qui s'appelle le Blower Angel. Donc ça c'est un label allemand mais qu'on voit aussi beaucoup sur des jouets, sur des matériaux de décoration. Donc si vous voyez ce petit logo bleu que j'ai mis en dernier, c'est plutôt bon signe. Ensuite, maintenant, on va parler des neiges artificielles. Alors, les neiges artificielles, vous savez, soit en bombe, les petits pulvérisateurs, soit les neiges artificielles qu'on achète dans des petits paquets plastiques. Là, ça fait comme des flocons de neige qu'on peut prendre à la main, une espèce de poudre. Donc, attention, ça, ce qu'il faut savoir, c'est des dérivés de plastique. C'est inifugé. Donc, c'est très bien parce que ça prend pas feu. Sauf que les produits qu'on va utiliser pour inifuger, du coup, sont très allergisants et on les soupçonne également d'avoir des effets, d'autres effets comme ça pourrait être des perturbateurs endocriniens. D'accord? Sur les neiges en bombe, les gaz propulseurs sont aussi très allergisants. Ils ont des impacts sur les voies respiratoires, les voies pulmonaires, et ils sont aussi suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, en fait, c'est que ces gaz propulseurs et cette neige, ils vont dégager ce qu'on appelle des COV, composés organiques volatiles. Donc on est sûr à 100% que c'est des allergisants. Et j'ai mis plus point d'interrogation parce qu'on suspecte que c'est des perturbateurs endocriniens, potentiellement cancérogène aussi. Mais comme souvent, voilà, avant que ça soit avéré, il faut plusieurs années d'études. Les neiges en poudre, même si elles sont potentiellement inifugées, elles restent quand même assez inflammables. En fait, on met des retardateurs de flamme dedans. Ça va retarder la prise de flamme, mais ça va ne pas l'empêcher à 100%. Donc, on fait attention. Si on veut quand même utiliser ce genre de produit, on ne met surtout pas de source de chaleur et de flamme à proximité. Et il y a un autre risque aussi, c'est les risques d'ingestion, notamment par les jeunes enfants. Et voilà, c'est du plastique, il y a des produits toxiques dedans. Donc, si on veut de la neige en poudre pour imiter la neige en poudre, il y a une solution toute bête à la maison. On va faire du do it yourself, où on va prendre par exemple du bicarbonate et de l'eau. On va les mélanger en une certaine proportion pour faire une neige en poudre. Donc ça, vous trouvez facilement des recettes sur Internet. Vous tapez fausse neige à partir du bicarbonate, vous allez trouver des super recettes. Et sinon, pour faire les fameux dessins sur les fenêtres, plutôt que d'acheter des bombes de neige qui sont assez coûteuses en plus, vous pouvez acheter du blanc de meudon. Blanc de meudon, vous trouvez en magasin bio ou en pharmacie. Vous le mélangez avec de l'eau pour faire comme une peinture et vous pouvez peindre sur vos fenêtres. Du coup, c'est très joli et c'est très sain. Le blanc de meudon, c'est une terre, c'est ni plus ni moins comme du calcaire. Donc, c'est sans danger. On va parler des sapins de Noël. Alors, on va parler des sapins de Noël artificiels et des sapins de Noël naturels.
Alors, les deux peuvent poser des problématiques, mais il existe des solutions pour les deux. Alors, on va commencer par les artificiels que j'ai situés à gauche. Donc, les sapins de Noël artificiels, c'est fait avec du plastique, c'est fait avec du PVC. Donc, PVC, les PVC, en fait, ils contiennent tous des molécules qu'on appelle des phtalates. Les phtalates, en fait, sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça va avoir un gros impact, notamment sur l'organe qu'on appelle la thyroïde, qui régule les hormones de notre corps. Et on va avoir aussi une accumulation de poussière dessus. Donc les poussières, c'est naturel, vous allez me dire certes, mais une accumulation de poussière, c'est pas bon pour les voies respiratoires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les poussières, en fait, retiennent toutes les particules chimiques qu'il peut y avoir dans un environnement. Donc en plus, voilà, s'il y avait d'autres particules chimiques en suspension dans mon environnement, elles vont se retrouver dans cette poussière, donc je vais cumuler les facteurs polluants. Voilà, ils contiennent également des retardateurs de flamme. Tous ces types de décoration, c'est obligatoire. Voilà, c'est ce qui est rassurant pour, voilà, ça va pas prendre feu facilement, mais ça a une contrainte, c'est que les retardateurs de flamme sont cancérogènes. Il va y avoir un impact, comme je vous le disais aussi, sur la thyroïde et aussi sur le développement neurologique. Ça, c'est surtout aussi quand on va être confronté à ces retardateurs de flamme pendant qu'on est enceinte. Du coup, ça a un impact sur le développement du fœtus et sur le développement du futur bébé d'un point de vue neurologique. Donc, on essaye d'éviter au plus que possible le contact avec ce type de produit pendant la grossesse. Et si on en a, ben, voilà, on essaye d'aérer plus le logement pour limiter l'impact sur le fœtus. Il y a des solutions. Si on veut quand même du sapin artificiel, on va beaucoup aérer la pièce, on va aérer le sapin aussi, donc peut-être le mettre un petit peu à l'extérieur avant de le remettre en place, bien le déboussiérer, et on va chercher encore une fois les normes NF. La norme NF, ça va nous garantir aussi qu'il y a un certain nombre de molécules qui ne sont pas présentes ou en petite quantité. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, généralement, on le stocke dans le grenier, etc. Ça va prendre pas mal de poussière, ou même pendant tout le mois de décembre où il est mis là, ben, avant de le remettre en place, je le fais un peu s'aérer dehors, je passe un petit coup de plumeau, je le secoue, enfin j'essaye d'enlever le plus que possible de poussière. Maintenant, on va parler des sapins naturels. Donc on se dit, ah, ben, c'est naturel, c'est sans danger. Bah, pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un sapin naturel, il va y avoir des pollens, des spores. Les spores, c'est le mode de développement, enfin, de reproduction des champignons et des fougères, et des moisissures. Tout ça, en fait, c'est très allergisant. Donc, c'est naturel, mais naturel ne veut pas dire sans danger. Donc, ça va être assez allergisant. Donc, surtout pour des personnes qui ont tendance à être sensibles ou qui ont déjà des allergies, surtout au pollen, les sapins naturels, il faut faire attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les sapins naturels, on va avoir aussi des cols. En fait, les sapins naturels, ils vont être récoltés avant la période de coupe euh, classique, disons. Parce il y a beaucoup de demandes, donc ils vont être obligés de les couper avant. Parce que la vraie coupe, la période de coupe, normalement, c'est la première quinzaine de décembre. Sauf que souvent, les sapins sont récoltés bien avant. Donc, comme ils sont récoltés bien avant, le problème, c'est que les aiguilles, même si c'est sur du Norman, vont tomber potentiellement beaucoup plus vite. Donc, pour ralentir ça et que les personnes chez elles gardent les sapins avec leurs petites aiguilles très longtemps, ils vont pulvériser un mélange de colle dessus pour que les, euh, les aiguilles restent. Sauf que ces colles, en fait, sont des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un certain nombre de nos sapins poussent dans des exploitations agricoles qui sont conventionnelles, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des produits phytosanitaires, donc des engrais et des pesticides. Euh, une étude a montré que 85% des sapins étaient contaminés aux pesticides. En moyenne, on retrouve à peu près 10 produits phytosanitaires, enfin, il y a 10 produits phytosanitaires par an qui sont utilisés sur les sapins et 13 pesticides différents qui ont été retrouvés sur les sapins de Noël qu'on a dans nos maisons. Donc, euh, les solutions, si on veut des sapins naturels, ça va être de essayer d'avoir des sapins où on respecte la période de coupe. Donc là, en fait, ça va être se diriger vers des producteurs locaux. On n'a pas tous la chance d'en avoir. Dans l'Oise, on en a, pas loin. Sur le pays de Valois, on a des producteurs de sapins. Donc après, ailleurs,
il faut se renseigner. Et du coup, si on a un producteur de sapin à côté de nous, ben, potentiellement, en fait, ils vont vraiment respecter ces périodes de coupe. Et ensuite, privilégier des labels bio. Alors, ils sont plus coûteux. Mais le label bio, ça veut dire que je ne mettrai pas de pesticides dans ma maison. Et sinon, il y a d'autres idées pour avoir d'autres sapins qui vont être plus naturels. Donc là, je vous ai mis des exemples d'autres idées pour avoir des sapins où on n'aura pas les problèmes de plastique et on n'aura pas les problèmes de pesticides et de coûts aussi environnemental parce qu'on va couper. Il y a des endroits où on peut déforester pour planter du sapin de Noël. Voilà, donc c'est fabriquer des sapins en bois flotté, un petit latte de bois, avec du papier, avec des livres. Enfin, bon, là, j'ai mis quelques exemples, mais pareil, sur Internet, je vous conseille d'aller voir. Il y a tout un tas de ressources. À titre personnel, moi, à la maison, j'ai un sapin en bois flotté qui sont empilés sur une tige de fer. Ça fonctionne très bien et ça fait son petit effet. Hop. Maintenant, on va parler bougies. Donc, les bougies, on peut en avoir toute l'année, mais c'est vrai qu'on a tendance à en mettre beaucoup pendant les périodes de fête. Alors là, je vais faire le parallèle entre bougies classiques et bougies plutôt naturelles. Les bougies classiques, elles sont faites à partir de paraffine. Donc les paraffines, en fait, c'est des dérivés de la pétrochimie, d'accord? Donc du pétrole. Donc si on fait un raccourci, hein, ça veut dire, je vois quelqu'un m'écrit, il y aura quand même de la poussière. Ah, vous voulez parler, Bérénice, les sapins sur les sapins en plastique. Oui, oui, il y en aura quand même. Voilà, on peut pas l'enlever totalement, il y en aura quand même. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On peut limiter, mais il y en aura quand même. Donc, je reviens sur les bougies du coup. Donc, les paraffines, c'est des dérivés de pétrole. Si on fait un raccourci, c'est ni plus ni moins comme si on brûlait en fait un pétrole ou un dérivé de pétrole dans la maison. Quand on le dit comme ça, bah, tout de suite, ça nous donne pas très envie d'allumer une bougie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces paraffines, les composés, on va avoir du benzène, de l'acétone, du toluène. Toutes ces molécules-là, en fait, elles sont cancérigènes. Et en plus, on va les brûler, donc on va rajouter une combustion, donc on va rajouter un autre facteur cancérigène dessus. Il y a quelqu'un qui intervient? Non. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît, pour pas interférer. Merci. Ensuite, souvent, ces bougies, très souvent, quand la achète, elles sont avec des parfums. Et c'est des parfums de synthèse. Sur une étiquette de composition, quand vous avez marqué parfum tout court comme ça, c'est que c'est forcément un parfum de synthèse. Sinon, ça sera marqué fragrance ou parfum naturel. Ces parfums de synthèse-là, ils sont composés d'alcool. Bon, ça, c'est naturel, a priori, c'est pas trop grave. Mais on va voir aussi ce qu'on appelle le lyonène, les formaldéhydes, les phtalates. Tout ça, en fait, ça va causer des troubles respiratoires, des céphalées, maux de tête, et c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Enfin, pour finir, non, on a aussi les colorants de synthèse. Souvent, on aime bien avoir une bougie un peu fun, un peu colorée. Surtout à Noël, on va avoir du rouge, du doré, de l'argenté. Tout ça, c'est des colorants de synthèse également, quand c'est très, très coloré comme ça. C'est irritant pour les voies respiratoires quand on les brûle. Et ça va être cancérigène également. Et enfin, les mèches. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos mèches de bougies conventionnelles, souvent, en fait, il va avoir un noyau métallique dedans ou au fond, vous savez ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la petite partie métallique au fond de la bougie qui va tenir la mèche. Ça, en fait, elles sont composées de métaux lourds potentiellement, donc ça va être aussi cancérigène. Donc, on fait attention. Donc, la solution, si on veut quand même des bougies, on va pas s'interdire, moi aussi, j'aime bien les bougies, on en est un peu. On va essayer, dans la mesure du possible, de privilégier des bougies en cire naturelle. Voilà. Alors là, ça c'est une erreur. C'est marqué COV, excusez-moi, c'est repris de l'eau. On va prendre des bougies entières naturelles. Euh, donc plutôt cire de soja, cire d'abeille, etc. On va prendre, si on veut des bougies parfumées au parfum naturel, donc qui ne vont pas être des composés CMR. On fait attention aux huiles essentielles. L'huile essentielle, oui, c'est naturel. Mais c'est pas non plus inoffensif. Les huiles essentielles, pour certaines, peuvent être aussi des perturbateurs endocriniens. Et surtout, les huiles essentielles sont nocives s'il y a une combustion. Écoutez, oui, il y aura un replay, vous inquiétez pas, ça a été enregistré. Donc, s'il y a combustion, ça devient nocif. Donc, on fait attention, on essaie plutôt de prendre des fragrances naturelles et quand on utilise une bougie, aussitôt après, on essaye d'aérer quand on la brûle. On va privilégier des colorants naturels.
donc végétal ou minéral. Par exemple, en minéral, on a des ocres ou des micas qui vont pouvoir colorer naturellement la bougie, ou des poudres végétales. Par exemple, pour avoir une bougie rouge, on va pouvoir utiliser de la poudre de betterave. Donc voilà, ça existe, hein, des bougies colorées naturellement. Et enfin, on va prendre une mèche en fibre naturelle, chanvre, lin en coton, et qui n'a pas d'âme en métal, donc pas la petite pastille en métal en dessous. Alors, tant que la combustion n'atteint pas l'âme, vous allez me dire, ça prend pas de risque. Donc, s'il y a une âme en métal, ok, mais vous essayez de pas atteindre que cette âme en métal ne chauffe pas quand la bougie est finie. Dès que vous voyez qu'elle est finie, boum, on éteint pour être sûr que ce métal ne chauffe pas. Maintenant, on va passer à la thématique des jeux. Alors, les jouets, bon voilà, période de Noël, forcément, quand on a des enfants, des petits-enfants, des neveux, nièces, etc., on est amené à acheter des jouets. Ces jouets représentent eux aussi un risque. Alors, j'ai pris par catégorie, je peux pas traiter tous les jouets, hein, ça prendrait trop de temps. Donc, on va parler des jouets en plastique mou. Là, j'ai mis des exemples, mais vous voyez, tout ce qui est les petites balles, les petites figurines un peu molles. C'est des plastifiants PVC souples. En fait, ces plastifiants, pour les rendre souples, on va faire intervenir un certain nombre de molécules qui s'appellent les DINP. Et en fait, ils vont contenir des phtalates. Les phtalates, on l'a dit, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, si on veut acheter des jouets en plastique souple, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des plastifiants plus naturels. Donc, par exemple, prendre du caoutchouc DVA. Là, en dessous, je vous ai mis une marque. Il y en a d'autres, hein, mais je vous ai mis, voilà, pour vous donner un exemple, parce que souvent, c'est ce qu'on me demande. On dit, bah oui, mais tu nous dis que ça, c'est pas bon, mais nous, on est un peu perdus, on ne sait pas comment faire. Donc là, pour les jouets, j'ai essayé de vous mettre des marques de référence. La marque Oli et Carole. Alors, c'est plus des jouets premier âge, mais voilà, ils sont très intéressants. En fait, ils font que du plastique DVA. Ils ont des peintures végétales, donc sans métaux lourds, qui sont très intéressantes. C'est un budget un peu plus supérieur, on est d'accord. Voilà. Après, si on veut, on n'a pas le budget, on veut quand même acheter en plastique souple. Ce que vous faites, c'est que vous les lavez très 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 bien avant usage. Donc, je sais, c'est un cadeau de Noël. L'enfant a envie d'y jouer tout de suite avec. Alors, soit on essaye de le déballer proprement, de le nettoyer, de le remettre dans son emballage pour pas frustrer l'enfant. Si l'enfant est un peu plus grand, on peut lui expliquer, on va le laver avant que tu joues avec. Sinon, une autre solution, c'est d'acheter aussi les jouets d'occasion. Donc ça va être valable pour tous les jouets dont je vous parle. Le fait qu'ils soient d'occasion, du coup, les molécules qui vont pouvoir se dégager, qu'on va pouvoir respirer, ne seront peu ou pas présentes dans le jouet. Et en plus, c'est plus écologique, c'est plus économique. Ensuite, on va parler des jouets en plastique rigide. Donc là, je vous ai mis les exemples du plot, mais ça va être tout ce qui est les Lego, les Playmobil, etc. Tous les plastiques un peu rigide. Donc ça, en fait, il y a plusieurs composés de plastique. Ça va pouvoir être du polypropylène, du polyéthylène, des polystyrènes rigides, des polyamides. Tous ces plastiques-là rigides, ils contiennent tous du bisphénol A. Vous savez, le bisphénol A, c'est ce qui a été interdit dans les biberons pour les bébés. Donc en fait, ça a été interdit dans tout ce qui est voué à être en contact alimentaire, mais dans le reste, c'est pas interdit. Et ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ça va être surtout en cas d'ingestion, donc pas de panique. On va pas enlever tous les Legos et les Duplo, etc. des enfants. C'est surtout quand ça rentre en contact avec la bouche. Donc des plus grands enfants, ils ont moins tendance à mettre la bouche, les dangers sont limités. Sur des petits, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la salive va être en contact, ça va dégrader la molécule. Ils vont en ingérer. Donc on fait attention, on les lave bien et on essaye, dans la mesure du possible, à ce qu'il n'ait pas toute la journée dans la bouche, le petit. Donc c'est plutôt des jouets ils vont jouer avec sous surveillance pour justement éviter cette ingestion. Sinon, il existe maintenant, ils ont développé notamment des briques de jeu en bioplastique qui sont faits à partir de canne à sucre. Donc là, je vous ai mis la marque qui fait ça. C'est Dantoy. Ils ont fait, en fait, c'est à partir de canne à sucre, donc ça représente aucun danger. C'est assez sympa. Ils font des briques exactement comme les Duplo qu'on voit ici, un peu de toutes les couleurs. Elles sont très, très chouettes. On va parler des jouets en bois. Alors, les jouets en bois. Ce qui peut poser problème, c'est que souvent, en fait, on va avoir des peintures, de la colle et des résines, parce que des fois, il y a des jouets en bois qui sont assemblés. Donc, ces peintures et ces colles et ces résines, c'est des formaldéhydes. Les formaldéhydes, vous savez, c'est quand vous déballez un jouet en bois ou un meuble en bois, vous savez, cette odeur très forte où vous dites, ça sent le neuf. Cette odeur-là, c'est les formaldéhydes que vous sentez. Donc, c'est pas spécialement une bonne nouvelle. C'est fait partie de la
famille des composés organiques volatiles qui sont cancérigènes et qui vont provoquer des maladies respiratoires. Donc, la solution, si on veut quand même acheter un jouet bois conventionnel, on va les laver et on va bien les aérer avant l'utilisation pour que cette forte odeur parte et que les formaldéhydes partent. Les formaldéhydes, quand on l'aère, on estime que ça met entre 3 semaines à un mois à ce que la dose devienne peu ou pas nocive pour l'humain. Donc, pareil, si vous achetez les jouets en bois pour Noël, l'idéal, normalement, c'est d'essayer de les acheter bien en amont, de les enlever de leur emballage et de les faire aérer avant d'offrir à l'enfant. Sinon, vous essayez de prendre plutôt, dans la solution, des bois massifs, du vrai bois, pas des lamellés collés, des choses comme ça, et des peintures à l'eau. Là, je vous ai mis encore un exemple de marque. La marque Tender Leaf Toy font des jouets comme ça, soit non peints, bruts, ou sinon avec des peintures à l'eau qui sont très intéressantes. Encore une fois, si on achète d'occasion, ça sera un peu mieux aussi. Tous les molécules toxiques auront eu le temps de s'en aller. On fait attention, par contre, si la peinture est écaillée, les très vieux jouets peuvent contenir aussi des métaux lourds. Donc, si la peinture est écaillée, si c'est pour des jeunes enfants, on évite de leur donner parce qu'on sait qu'il y aura un contact avec la bouche potentiellement. Mais bon, c'est très bien. Et ensuite, on va parler de tout ce qui est les jouets électroniques. Donc, les jouets plus électroniques. Alors, dès qu'il y a une batterie dans un jouet, on doit mettre des retardateurs de flamme. Donc, on en a déjà parlé depuis le début. Ça a un impact sur la thyroïde, j'ai oublié le T, excusez-moi, et sur les développements neurologiques. Et ensuite, ça va faire du bruit souvent. Et ce bruit, ça peut avoir des lésions sur les cellules ciliées. Les cellules ciliées, c'est dans nos oreilles. Vous savez, en fait, on a comme plein de petits cils qui vont vibrer à la réception d'un son pour bien en entendre. Si un son est trop élevé, ces cellules, elles vont tomber. Sauf que ces cellules, elles ne peuvent pas se reconstruire. On est avec un package dans nos oreilles à la naissance. On ne peut pas les reconstruire. Même si c'est fait pour les enfants, ces jouets, souvent, en fait, les sons dépassent les seuils de dangerosité. Un seuil de dangerosité, ça veut dire que c'est un seuil à partir duquel le son va pouvoir avoir des impacts. En fait, les jouets qui ne sont pas destinés à mettre contre l'oreille, donc par exemple, un faux téléphone va être destiné à être mis contre l'oreille, donc il va devoir respecter des normes. Les jouets qui ne sont pas faits pour ça ne sont pas soumis à ces normes-là. Du coup, potentiellement, si l'enfant a tendance à mettre son oreille contre, etc., ça peut avoir un impact. Donc, on fait attention. Donc, soit on surveille, on dit à l'enfant non, 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 ne te le colle pas aux oreilles. Sinon, on peut placer sur les sorties de son une ou deux couches de scotch sparadrap. On fait attention pour les tout petits bébés hein, au risque d'ingestion. Mais on peut, et le fait de mettre un sparadrap, ça va diminuer le son. Certains jouets maintenant ont des variateurs de son, mais les enfants captent rapidement comment mettre le son plus fort. Donc la solution, on peut pas leur enlever. Hein, je vais pas dire il n'y a plus aucun jouet électronique à la maison. Je conseille de limiter. Parce que d'un point de vue pédagogique, c'est mieux d'avoir des choses où ils vont stimuler leur imagination par eux-mêmes et pas être avec des choses qui ont des lumières, etc. Voilà, qui vont. Il n'y a pas besoin d'imagination. Le camion pompier fait le son tout seul, que si on a un camion pompier sans son, l'enfant devra s'imaginer lui-même, le faire lui-même. Donc c'est plus intéressant d'un point de vue pédagogique, mais on ne peut pas tout enlever, c'est aussi assez sympa. Donc là, vous pouvez limiter la quantité de ce type de jouet et limiter la durée. Donc c'est par exemple, voilà, ce jouet, c'est pas toute la journée où il n'est pas en libre service. Moi, ce que je conseille souvent, c'est aussi d'alterner les jouets, d'avoir des boîtes à la maison où vous mettez certains jouets et puis ensuite d'autres jouets qui sont à disposition dans la chambre et vous faites un turnover. Les jouets où tu les as eus pendant 2 mois, on va échanger, comme ça renouvelle l'intérêt de l'enfant. D'un point de vue pédagogique, c'est intéressant. Et vous, ça vous permet de limiter aussi l'utilisation de ce type de jouets. Maintenant, on va parler des toxiques sur ma table. Donc, on va parler des vaisselles festives et ensuite on parlera des décorations de table. Donc, là, moi, j'ai fait un focus sur tout ce qui est les vaisselles jetables plutôt, que ce soit carton, plastique, etc. Même si plastique, normalement, maintenant, c'est plus trop autorisé, mais on en trouve encore. Même si c'est plus autorisé, normalement, la vaisselle plastique à usage unique, il suffit que vous mettiez dessus réutilisable. Ah, ça bug, pardon. Est-ce que c'est mieux là, c'est revenu ou pas? Ah, c'est mieux, ouais. Excusez-moi, je fais un partage de connexion, donc ça peut varier. Merci de nous l'avoir précisé. Donc, je disais, à partir du moment qu'une vaisselle plastique, on marque dessus euh, moyen, ouais, je suis désolée. J'essaye de rapprocher là.
j'espère que ça va moins varier. Si on essaye, si c'est marqué sur la vaisselle jetable qu'il y a que c'est réutilisable, ils vont pouvoir la vendre quand même. Donc, c'est là où il y a la limite. Donc, ces composés-là, ces assiettes, souvent, vont contenir des composés perfluorés. Donc, les composés perfluorés, en fait, le problème, c'est que ça va être cancérogène, immunotoxique. Donc, ça va avoir des problèmes sur les défenses immunitaires et ça va être des perturbateurs endocriniens. Il y a des associations de consommateurs qui ont fait des tests sur ces vaisselles-là. Et en fait, il s'est avéré que 57 produits, et ils ont retrouvé, dans 57 produits, ils ont retrouvé 6 familles de contaminants différentes. Et dans ces familles de contaminants, il y avait à hauteur de 66% qui contiennent des composés perfluorés. Donc voilà, c'est assez alarmant. Donc du coup, pour limiter ça, je vous conseille de prendre de la vaisselle plutôt carton avec le moins de peinture, disons, dessus. On peut aussi se diriger, il y a des choses qui sont faites en feuilles de palmier qui sont très sympas, ou sinon en pulpe végétale, bambou, etc. Ou sinon vraiment en papier tout simple. Mais voilà, les choses très plastifiées avec des dorures comme j'ai mis, etc. On essaye de limiter au plus que possible, ou du moins peut-être pas de contact alimentaire direct avec, ou pas de choses chaudes dedans. Et ensuite, tout ce qui est déco de table. Alors, les décos de table, on va voir, là, j'ai mis un exemple, tout ce qui est, voilà, les petites paillettes, les petites étoiles, les choses comme ça, et aussi parfois de la décoration végétale. Donc, premièrement, il peut y avoir des risques d'étouffement sur les petites paillettes, etc. Euh, il y a des études chaque année qui sont menées. Il y a beaucoup de jeunes enfants, même si on se dit c'est petit, qui ont des problèmes d'étouffement ou d'étouffement partiel avec ces petits composés. Donc, on fait attention. Il y a des risques aussi d'allergie respiratoire, soit sur ces éléments en plastique, soit aussi sur les éléments naturels qu'on va mettre sur la table qui contiennent des pollens, etc. Et aussi cutanés, des allergies de contact sur des éléments décoratifs, des paillettes, en fait, qui sont souvent très chimiques. On peut avoir des éruptions cutanées quand on met les bras sur la table, etc. On va avoir des risques d'empoisonnement parce que parfois, ben là, je vous ai mis, hein, euh, on met des petites décorations, c'est très joli, mais en fait, c'est des plantes qui sont toxiques. Donc, le risque, c'est que quand on met ça sur une table, ben, potentiellement, par accident ou même intentionnellement, un enfant peut saisir en se disant, bah, tiens, c'est une bêche, je vais la manger. Donc, voilà, ça peut être. Donc, les solutions qu'il y a, on va plutôt privilégier des décorations naturelles et non toxiques. J'aime bien le petit feuillage avec la baie rouge, mais plutôt que de prendre, j'ai perdu le nom depuis tout à l'heure, du hou, voilà, du hou, des choses comme ça. Par exemple, les bettinodons, c'est les rosiers sauvages, c'est très joli, c'est rouge, en hiver, on en a, ça peut être très sympa. Voilà, donc plutôt du végétal. Des branches de sapin, on fait attention si on a des personnes allergiques, mais à cette période-là, il n'y a pas trop de pollen normalement dessus. Si on veut mettre des petits cotillons, des choses comme ça, on peut simplement récupérer des feuilles mortes et découper avec des perforatrices. Il existe des perforatrices avec des formes, des cœurs, des petits sapins, des petits Pères Noël, des petits rennes, etc. On découpe dedans, du coup c'est naturel et on prend des feuilles non toxiques. Euh, donc voilà, on va pas prendre des feuilles de laurier fleur qui sont très toxiques. On va prendre des feuilles d'érable, des feuilles de chêne qui ont pas de toxicité. On peut faire aussi des décorations comestibles, des petits personnages, des petits biscuits de Noël, des oranges séchées, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, on va parler des risques dans l'assiette. Donc là, plus produits alimentaires. Donc là, j'ai mis 6 sections différentes. On va parler de tout ce qui est cuisine maison. Donc, il y a quelques précautions. Donc, je parle pas que de chimie, hein, je parle des risques aussi biologiques. Il y a des risques d'hygiène. Chaque année, il y a une recrudescence d'arrivée aux urgences pour intoxication alimentaire aux périodes des fêtes. Pour des problèmes de respect du chêne du froid. On est en hiver, donc on a tendance à se dire, oh ben il fait pas très chaud, c'est pas grave, j'ai moins besoin qu'en été, j'ai moins besoin de faire attention à mettre dans une petite glacière, etc. Le problème, c'est que ben ça peut quand même avoir une rupture de chaîne du froid. C'est dépassé, je suis désolée, on a commencé en retard. Je vous enverrai par mail le PowerPoint et le replay. J'essaye d'accélérer. Donc voilà, on fait attention à la rupture de chaîne du froid. Merci à vous, il n'y a aucun souci, Bérénice. Ensuite, on fait attention aussi dans les préparations. C'est un peu
un peu, des fois, le branle-bas le combat en cuisine. Il y a plein de choses à préparer. Et on a tendance à mélanger ou à découper sur le même plan de travail des aliments cuits et des aliments crus. Ça, c'est pas du tout bon. Parce qu'un aliment cru, il peut avoir des pathogènes dessus. Quand je vais le cuire, ces pathogènes vont se dégrader. Sauf que le problème, si j'ai coupé une viande crue, que je la mets à cuire et que juste après, j'ai quelque chose de cuit, que je découpe par-dessus et que je vais servir directement, le pathogène aura pu se coller dessus. Donc, on fait jamais ça. C'est une planche pour les éléments crus, une planche pour les éléments cuits, ou sinon, je la lave entre les deux. D'accord? On fait attention aussi aux durées de conservation. Souvent, sur les repas de fête. Du moins, dans ma famille, on a un peu tendance à faire ça. On en fait trop. Je rigole parce qu'une personne de ma famille est présente. C'est pour ça, je me permets de vous le dire. C'est pour ça que ça me fait rire. Eh bien, il faut faire attention aux durées de conservation parce que ben, potentiellement, on en a trop, il y en a plein de frigos et puis du coup, on peut dépasser les dates. Donc, on fait bien attention, on se fie à son odorat, à son goût et à sa vue. Euh, oui, pas de souci, Noémie. Oui, désolée pour le dépassement du temps, c'est toujours compliqué. Voilà, on fait attention à tout ce qui est les aliments crus et au lait cru. Donc, pour tout ce qui est femmes enceintes, c'est à éviter, surtout si elles sont pas immunisées toxo. Et puis voilà, potentiellement, comme c'est les aliments crus, comme c'est pas cuit, on fait très attention à la fraîcheur, parce que là, on peut pas dire bah tant pis si je cuis bien, le pathogène va disparaître là. Donc on fait très très attention à la fraîcheur et à la qualité. Pareil pour le lait cru, on fait très attention. Et les températures de cuisson de la viande pour être sûr que les éventuels pathogènes se dégradent à la cuisson. Il faut qu'il y ait une cuisson de la viande qui soit supérieure ou égale à 74 degrés. Si c'est inférieur, à cœur de la viande. Si c'est inférieur, les pathogènes potentiellement ne détruisent pas tous. Il existe des petits thermomètres qu'on peut enfoncer dans les viandes pour savoir. Donc voilà. Donc c'est vraiment à cœur de la viande, il faut que ça atteigne minimum 74 degrés. Ensuite, on va avoir des risques chimiques avec tout ce qui est les poudres décoratives. C'est de plus en plus à la mode, vous savez, tout ce qui est cake design. Le problème, c'est qu'à Noël, on a tendance à mettre beaucoup aussi de poudres décoratives, un peu effet métallisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, si elles sont inhalées, c'est dangereux. Ça peut provoquer des toux, des fièvres et des polypnées. Les polypnées, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence respiratoire, plus une diminution, par contre, du mouvement respiratoire. Donc, ça peut quand même être à risque. Donc, si on utilise ces poudres-là, on fait très attention. On essaie de pas les respirer, on fait dans des environnements bien aérés, quitte à mettre un petit masque, par exemple. Hein, d'accord? Voilà. Et tout ce qui est ustensiles de cuisine, bon, là, je ne m'étends pas dessus parce qu'il y a toute une thématique, et on en a déjà parlé sur un précédent webinaire, mais tout ce qui est aluminium, on fait attention. Dès que c'est en contact avec les aliments, ça migre dans l'aliment. Ensuite, ça se stocke dans le cerveau et ça contribue à l'apparition de maladies neurodégénératives. Tout ce qui est moule en silicone, on les sélectionne bien. On prend bien des moules en silicone qui supportent des hautes températures. Pour savoir si c'est le bon, je plie mon moule en silicone. S'il y a une ligne blanche qui apparaît au milieu, c'est que ça supporte pas des hautes températures, donc je n'utilise pas. Et on fait attention à tout ce qui est plastique. Quand on chauffe dans du plastique, ça migre dans les aliments et c'est toxique. Voilà. En dessous, je vous ai mis le petit chiffre. Un tiers des toxines-infections alimentaires surviennent au domicile. Et en fait, on a relevé 1,5 million d'intoxications par an. Et la plupart des intoxications viennent pendant les périodes des fêtes. On va parler du saumon. C'est le produit phare des fêtes. Alors, le problème, c'est que les saumons sont nourris à base de farine animale. Euh, Ils ont souvent beaucoup d'antibiotiques parce qu'il y a une surpopulation de poissons dans les élevages. On va les colorer avec l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est quelque chose de naturel qui est présent dans les crevettes notamment, qui donne la petite couleur rose. Sauf que le problème, c'est que nous, on l'utilise de façon synthétique dans les saumons d'élevage. Pourquoi ça pose problème, les farines animales? C'est qu'en fait, ça va être souvent des farines de poisson. Et en fait, les saumons vont être très concentrés en métaux lourds parce qu'ils vont manger tous ces petits poissons qui ont eux-mêmes mangé des choses concentrées en métaux lourds. On va se retrouver aussi des pesticides et donc des dioxines, plus du PCB dans les saumons. En fait, c'est des produits qu'on va mettre dans l'eau, notamment pour lutter les saumons, ce qu'on appelle des poux, pas les poux comme les humains.
Du coup, on va utiliser des produits comme ça pour limiter contre les poux. Tout ça, on le retrouve dans l'assiette, c'est pas tip top. Donc, si on veut quand même manger ce produit de fête, je vous encourage à prendre plutôt du saumon d'Alaska, du saumon sauvage. En fait, dès que c'est saumon Alaska, c'est systématiquement sauvage. Il n'y a pas de saumon d'élevage en Alaska. Et c'est la mer qui est le moins polluée en fait en Alaska, donc il y aura moins de métaux lourds potentiellement dedans. Ou sinon, on prend des truites et truites saumonées. C'est des poissons qui la truite va être moins grasse et donc moins de métaux lourds. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui stocke les métaux lourds, c'est la graisse de ces poissons-là. Donc plutôt voilà, truites et truites saumonées. Ou sélectionner des élevages qui sont vertueux, qui font attention à ce qu'ils font. On va parler des œufs de poisson. Donc souvent, on a on appelle, souvent vous achetez ce qu'on appelle les œufs de lompe. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les œufs de lompe, ils sont normalement gris ou beige. C'est grisâtre, ça a une couleur pas très sympa. Donc pour que ce soit sympa et que ça donne envie de manger, on rajoute des colorants, donc noir ou orange. Donc quand vous achetez des œufs de lompe, s'ils sont noirs ou orange, c'est qu'il y a des colorants. Et ce colorant-là, en fait, ils sont très allergènes. Et il y a beaucoup d'additifs aussi dedans qui vont être allergènes, qui vont être aussi qui vont provoquer des problèmes d'hyperactivité quand c'est consommé en grosse quantité. Et ça va vous provoquer des conforts intestinaux. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des œufs où c'est marqué sans additifs. Et sinon, vous achetez des vrais œufs de saumon ou de truite qui, eux, sont naturellement orangés. Le caviar, lui, il est naturellement noir, du coup. Donc, il y a pas de souci, c'est naturellement noir. Par contre, on fait attention aussi que ça soit du vrai caviar, que ça soit marqué sans additif, parce qu'il y a eu des arnaques ces dernières années de faux caviar. Donc, il faut vraiment que ça soit un vrai caviar et que ça soit marqué sans additif. Voilà. Hop, bon, je vais passer directement à l'autre, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Les amuse-gueules. Donc, les amuse-gueules, quand on les achète un peu tout fait, la problématique, c'est que souvent, ça va contenir de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est une graisse hydrogénée qui est transformée en fait chimiquement pour qu'elle soit euh, cuisinable et mangeable. Le problème, c'est que ça contribue à l'apparition de problèmes de maladies cardiovasculaires. Donc, encore une fois, si on en mange une fois dans l'année, c'est pas grave. Mais c'est que si on en mange souvent, c'est problématique. Il va y avoir aussi beaucoup de nitrites dans ces petits fours-là, d'accord? Les nitrites, c'est un conservateur, c'est ce qui est aussi beaucoup pointé du doigt dans les charcuteries, dans les jambons. Il va y avoir des exhausteurs de goût. Parce que souvent, en fait, c'est des produits ultra transformés qui, en fait, en vrai, normalement, seraient pas très bons, seraient fades. Donc, ils ajoutent plein d'exhausteurs de goût différents pour que ça imite les goûts, que ça soit un peu sympa. Ça imite les goûts de fromage, imite les goûts de jambon, etc., de poisson. Et en fait, ça a une neurotoxicité. Les exhausteurs de goût, donc c'est pas top. Plein d'additifs différents. Les additifs, c'est les colorants, les conservateurs, etc. Donc ça aussi, c'est souvent, ils vont être perturbateurs endocriniens ou avoir des impacts sur le système digestif. Il va y avoir aussi beaucoup de colorants. Donc la solution, on essaie de prendre des choses sans additifs, sans conservateurs, colorants, etc. Et dans la mesure du possible, on essaie de faire des choses maison ou sinon, pour des petits fours comme là, on va défeuilleter, dirigez-vous vers des artisans, des boulangers, etc. Des fours. Les chocolats. Période de fête où on fait, au-delà de la crise de foie, il y a d'autres problématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chocolats, comme je vous ai mis là, les chocolats un peu festifs, ils appellent ça aussi les bonbons cacao, etc. En fait, ces bouchées-là, en fait, elles contiennent beaucoup de matières grasses végétales. Souvent, en fait, euh, euh, c'est euh, c'est 5% du produit fini où c'est que de la graisse végétale. C'est énorme. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ça contient souvent peu de cacao au final. Généralement, en fait, il y a 25% minimum pour l'enrobage et tout le reste, c'est tout sauf du chocolat. C'est aussi beaucoup de sucre transformé. Généralement, on est à 40% minimum de sucre dedans. Donc, en fait, vous mangez, c'est quasiment que du sucre. Et ces sucres, ils peuvent prendre des noms différents. Ils sont cachés sur les étiquettes. C'est pas marqué sucre. Ça va être marqué polydextrose, isomalt, inuline, fécule, sirop de glucose, etc. Donc, il faut faire attention à toutes ces petites appellations. Pareil, les matières grasses qui vont être utilisées, on peut, en fait, c'est autorisé de remplacer le beurre de cacao par d'autres matières végétales.
comme le palme, le karité, le kokum. D'accord? Donc, c'est pas forcément des beurres de cacao dedans. Et souvent, ils contiennent beaucoup d'additifs, notamment le E471, qui est en fait d'origine animale. Donc, je le précise parce que pour des personnes végétariennes ou qui ont des confessions particulières qui fait qu'ils n'ont pas le droit de manger d'animaux ou de certains animaux, quand on mange ce type de chocolat, potentiellement, on ingère des graisses animales. Donc, les solutions, on va privilégier du pur beurre de cacao. On va regarder le tableau nutritionnel. Si on voit qu'en fait, au niveau des graisses et des sucres, ça explose, bon, c'est mauvais signe. Et on lit la liste d'ingrédients pour regarder. S'il y a plein de noms qu'on ne reconnaît pas, c'est pas bon signe. On essaye d'avoir une liste d'ingrédients la plus courte possible. Enfin, on va parler bûches de Noël. Alors, les bûches de Noël, surtout celles qu'on achète toutes faites en supermarché, que ce soit congelées ou au rayon pâtisserie des supermarchés, ils vont contenir beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, c'est c'est des graisses transformées qui contribuent à l'apparition de maladies cardiovasculaires, donc c'est pas top, et qui provoquent aussi des problèmes digestifs. Ils vont être aussi avec beaucoup de sucre transformé. Donc, c'est le sucre blanc, le sucre de betterave, etc., qui est très transformé, qui provoque aussi des problèmes de santé, qui contribue notamment à tout ce qui est diabète. Il va y avoir aussi beaucoup d'additifs et d'arômes artificiels. Les arômes qu'on a dedans, souvent, en fait, c'est des produits chimiques qu'on mélange entre eux et qui vont imiter le goût de la pomme, du caramel, des choses comme ça. Mais c'est des produits chimiques qui, à la base, ne sont pas destinés à la consommation même, c'est autorisé, mais voilà, il y a, quand, si c'est pas marqué sans additif ou si c'est pas marqué arôme naturel, ça veut dire que c'est des produits de synthèse. On limite, mais il y a 0% de la banane ou de l'orange dedans, d'accord? Donc, quelles sont les solutions? On prend, si on achète des choses toutes faites, on prend des listes d'ingrédients courtes où on reconnaît la plupart des noms des ingrédients, c'est un bon signe. On privilégie l'artisanat hein, en boulangerie, etc. C'est quand même euh, une valeur sûre et on peut poser la question à son artisan. Est-ce que c'est fait chez vous? Est-ce que c'est que des ingrédients naturels ou est-ce que c'est des choses que vous avez achetées, etc. S'il évite le sujet, c'est qu'il y a anguille sous roche. Un vrai artisan, il parlera avec plaisir de ses produits et il cherchera pas à vous cacher des choses. Et sinon, bah, on met son petit tablier et on fait sa bûche. Alors, je sais que c'est pas forcément évident, mais il y a plein de recettes maintenant, plus ou moins faciles à faire. On peut faire des choses très sympas et ça peut être aussi des activités en famille. Les périodes des fêtes, c'est des périodes qu'on passe aussi ensemble. Ça peut être aussi une activité à part entière, un moment sympa à passer en famille. Hop, excusez-moi, je me suis trompée de bouton. Voilà, c'est fini. Je suis désolée. Je suis assez en retard sur le timing. On a démarré un peu en retard, mais à la fin, là, je vous ai mis tout un tas de liens pour vous aider dans les choix, décoration, alimentation, jouets, mais aussi qui reprennent. Je vous ai mis aussi des études de ce webinaire. Moi, je me suis basée, j'ai fait de la recherche. Hein. Je me suis basée sur un certain nombre d'études. Le PowerPoint vous sera envoyé, donc vous aurez ces liens-là. Sans souci. Ça a été enregistré, donc vous aurez aussi l'enregistrement. Je vous enverrai le lien, ça sera diffusé sur les réseaux et sur YouTube. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais que peut-être vous êtes pressé parce que vous devez reprendre le travail ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas. Donc là, vous pouvez activer vos micros si vous le souhaitez, ou sinon me poser les questions dans le chat. Il n'y a aucune question. Je vais mettre fin à l'enregistrement et je vous remercie pour votre présence. Je m'excuse encore une fois du retard. C'est jamais évident de respecter le timing. Euh, sur YouTube, eh bien, je la mettrai, je pense, à partir de demain ou même ce soir, en fait. Mais demain ou ce soir, elle y sera et du coup, vous aurez le lien avec tout ça. Et elle sera retransmise sur Facebook. Juste envie d'en apprendre plus. Merci Céline. Très enrichissant. Merci Angélique. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Ah ben si vous avez tout compris, c'est le principal. Merci. J'essaye de vulgariser au plus que possible puisque c'est des sujets complexes.
Ah, le saumon sauvage n'existait plus. Si, ça existe encore. C'est plus coûteux, on a du mal à en trouver, mais ça existe encore. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année qui, j'espère, grâce à ce webinaire, seront un peu plus saines. Je vais encore embêter mes beaux-parents avec ces éléments. Mieux. Au revoir à tous. Merci beaucoup.